Les ambitions israéliennes sont-elles dangereuses ou non à terme? Pour l'instant, en tout cas, est-ce qu'ils ont raison de se méfier du nouveau pouvoir à Damas? Ouvrons le chapitre suivant. On va entendre là deux séquences tout à fait sidérantes. Ce sont des djihadistes français. Et on ne parle pas de ceux qui sont en prison, on parle de djihadistes français qui ont combattu là, ou en tout cas qui ont été parmi des troupes d'assaut qui ont pris notamment le pouvoir à Damas. Et on va voir évidemment que se pose la question de leur retour éventuel en France. Ce sont des traîtres à la France, puisqu'ils sont allés combattre pour une armée souvent ennemie qui a tué tant de Français. Et ils sont là, si on prête bien l'oreille, on va les entendre. Là, c'est dans la ville de Hama. Et ils se réjouissent de la prise du pouvoir dès lors dans la Syrie. Rond-point de la ville de Hama. Voilà, ils font la visite en même temps de la ville de Hama. C'est assez saisissant d'entendre parler français là. Ces combattants, tout à l'heure, l'amiral Vichot disait c'est des traîtres, point. Mais c'est pas une surprise en même temps. On savait qu'il y avait des Français, qu'il y avait toujours des Français là-bas. Hein. Au combat, agissant aux côtés de Joulani. Oui. La seule solution, ils doivent être éliminés. Voilà. Ce sont des ennemis, ils doivent être éliminés physiquement. J'ai rien d'autre à dire. Ils sont apparemment 110. Voilà. Enfin, c'est ce qu'on identifie. Et alors, dans la séquence, mais vous l'avez coupé, c'est assez amusant aussi parce qu'à un moment, ils passent devant une église. On va l'entendre après. Ah, d'accord, voilà. Donc, bon, il y a toute une propagande, en tout cas des éléments de langage qui ont été donnés très précis. Votre réaction, là encore, on va avoir une autre séquence, mais d'abord sur le fait, à ce moment où on comprend qu'il y a des djihadistes, des combattants français, hein, certains viennent de Nice, ils viennent de Lille, etc., qui combattent aux côtés de l'armée islamiste. On le savait déjà, mais cette fois, elle a repris le pouvoir, elle a pris le pouvoir dans Damas. Oui. Enfin, malheureusement, c'est pas surprenant. Je veux dire, ça fait quoi? Ça fait 25 ans que l'islamisme gangrène la France, avec une absence de réaction terrible des autorités politiques. Souvenez-vous de François Hollande, dont la main avait tremblé au moment de décider ce qui était une évidence, c'est-à-dire la déchéance de nationalité pour ces gens-là, qui effectivement, comme dit le général Richoud, ne méritent qu'une chose, c'est d'être éliminés. Et donc, sachez qu'il y a des familles de ces djihadistes qui sont rentrés en France, je veux dire, avec des enfants qui ont été embrigadés là-bas. Moi, je pense que nous sommes d'une naïveté confondante. Et j'espère que ce genre de séquence va contribuer à nous ouvrir les yeux pour être beaucoup plus durs que nous ne le sommes. Je pense que quand il y a ces islamistes, parce qu'on connaît leur relais en France, ces gens sont nos ennemis. Pour des ennemis, puisque nous sommes en guerre contre l'islamisme, il y a des cours martiales, il y a des tribunaux d'exception. Et donc, je pense qu'il faut sortir de cette espèce de passivité que nous avons en disant « Ah, quand même, ils n'ont pas l'air très sympathiques, ces jeunes gens. On espère qu'ils ne reviendront pas. Hein. » Oui, on va s'arrêter sur une information qui nous est transmise par notre service police-justice TF1 LCI. Il y aurait aujourd'hui une trentaine de combattants français dans les rangs du groupe rebelle islamiste en Syrie. Voilà, on s'appuie ici sur des sources proches du groupe. On va accueillir Vincent Nouzy qui est avec nous en direct. Bonsoir, merci d'être avec nous. On le rappelle, vous êtes journaliste, spécialiste du terrorisme et du renseignement, auteur de l'ouvrage dont la couverture va apparaître dans un instant, Le côté obscur de la force aux éditions Flammarion. D'abord, une autre preuve de la présence de ces Français parmi le groupe islamiste HTS, avec ces vidéos toujours de la même personne récupérées par Wassim Nasr, journaliste pour France 24 et spécialiste des mouvements djihadistes. Alors sur ces images, toujours, on embarque à bord d'un véhicule militaire. Vous tendez l'oreille, comme disait Darius, vous allez entendre parler français. Et on le rappelle, ce sont des djihadistes. Allahu Akbar, même les chrétiens ils sont heureux. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Même les chrétiens ils sont heureux. Même les chrétiens ils célèbrent. Tous ensemble, alhamdoulilah. Jour de dimanche, jour de messe. Wallah, Wallah. Pas le temps d'aller à la messe. Les moudjahidines viennent d'entrer dans le village. Masha'Allah.
Précisons tout de suite que c'est une dérision d'entendre ça, puisque ces gens-là empêchent les chrétiens de mener leur culte normalement, notamment dans la région d'Idlib. Ils ont empêché les signes extérieurs chrétiens. Il y a une persécution des chrétiens, évidemment. On ne parle pas de tout ce qui a été commis par le groupe État islamique, mais ces images-là, comme le dit Émile, encore plus que celles qui précédaient, on comprend qu'ils sont là. Oui. Et ils sont en train de combattre auprès des islamistes. C'est la raison pour laquelle je ne vois aucune raison pour laquelle ça se passerait bien dans les semaines qui viennent en Syrie. Voilà, il y a une mosaïque, il y a en plus le jeu d'Ankara, là on apprend qu'il y a des combats avec les Kurdes. Bon, je pense qu'on va vers un sacré bordel. Il ne les persécute pas exactement. Si vous reprenez ce qui s'est passé à Idlib, en fait, je vous l'ai dit, ça fait 4 ans qu'il se prépare à la reprise de Damas, et donc il a montré des signes de changement, et dans ces signes de changement, il y avait le fait que les chrétiens avaient le droit de se rendre dans l'église. Alors évidemment, pas de faire sonner les cloches, ils devaient payer un impôt, c'était des dhimmis, si vous voulez. C'est une sous-catégorie de la population, c'est pas le paradis, mais il y avait quand même un effort fait, et je pense... Sarah, c'est là où on voit, c'est terrible, parce que vous dites vous-même, c'est une sous-catégorie de la population, et on le présente comme quelque chose de rassurant. Non, mais c'est-à-dire qu'on a mis la barre tellement bas maintenant en Europe de l'Ouest que on dit ils sont traités comme une sous-catégorie. C'est déjà bien. Ils ne sont pas tous assassinés. Ils ne sont pas tués. C'est déjà ça. Enfin, soyons sérieux. Il faudrait qu'ils disent merci, peut-être. Non, mais le truc aussi, c'est que sanguinaires qui décapitaient les gens. Alors là, ils décapitent pas les chrétiens. Pas encore. HTS voulait devenir un gestionnaire. Et il a réussi à gérer la province d'Idlib, où ils avaient quand même un responsable de relations avec les minorités. Et ça, c'était la gestion, à leur manière. On est bien d'accord. Mais regardez d'où ils partent. Ils partent quand même des mouvements qui décapitaient les chrétiens. Et là, ils leur permettaient de pratiquer leur culte, même avec les limites. Mais c'est ça. En fait les responsables de ce mouvement veulent devenir normaux. Non, mais c'est un calcul vis-à-vis de l'Occident. Moi, c'est ça que je pense. C'est vraiment, ils ont pris tous les signes qui sont acceptables pour l'Occident. D'ailleurs, Giuliani, dans des textes, il a dit, regardez, les talibans, ils sont acceptés. Hamas ne l'a pas fait. Non, mais il a dit, les talibans sont acceptés, mais ce que n'acceptent jamais les Occidentaux, c'est qu'on leur envoie des djihadistes faire des attentats terroristes en Occident. Donc, il lui-même est très, très fin. Et à Idlib, il y a eu des manifestations de femmes, justement, qui protestaient pour leurs droits. Alors, elles ont été réprimées. Mais elles ont eu lieu. Enfin voilà, il tourne autour d'une acceptabilité, mais ça ne veut pas dire qu'il a fondamentalement changé, évidemment. Ce que Hamas n'a pas fait. Alors, ramenons vraiment aux djihadistes français d'abord. Vincent Nouzy, c'est vrai qu'on en sait peu sur ces djihadistes français. Est-ce qu'ils peuvent constituer un danger pour nous ? On sait que beaucoup sont emprisonnés, d'autres sont en liberté, aujourd'hui notamment. Il faut comprendre que c'est le reliquat des 1500 à 2000 Français qui sont partis combattre en Syrie, en Irak, dans différents groupes. Les plus dangereux, si je puis dire, c'est ceux quand même qui avaient rallié Daesh et qui avaient organisé les commandos pour venir nous frapper au Bataclan et ailleurs. Là, on est quand même dans une autre configuration qui n'a rien à voir avec le contexte des années 2014, 2015, 2016. Là, on est dans une situation où ce groupe djihadiste HTS a plutôt géré depuis 4-5 ans un territoire avec certainement beaucoup d'imperfections, mais il faut le savoir aussi, il a tenté de renvoyer un certain nombre de djihadistes étrangers qui étaient encore dans cette poche, environ 2000 combattants étrangers. Il a essayé d'en renvoyer dans différents pays. Il y a eu le cas de Tunisiens qui ont été renvoyés notamment, et de quelques Français ont été conduits par les gens d'HTS à la frontière et remis au service turc, dont plusieurs Français. Donc il y a une volonté certainement de ce groupe de se défaire des plus radicaux, des plus extrémistes et surtout de ceux qui avaient combattu dans les rangs de Daesh. Donc là, on est dans une situation très particulière où cette brigade du Niçois a été à la fois considérée comme un allié, mais pas forcément un allié très fiable au sein du groupe HTS. Donc il faut être très prudent et il faut savoir aussi que du fait que la France n'a pas souhaité rapatrier et accepter ces retours de djihadistes pour les judiciariser, tout simplement en France, comme c'est le cas pour la plupart de ceux qui sont rentrés, eh bien on se retrouve dans une situation où on a encore des djihadistes français dans cette poche, on a encore des djihadistes français
dans les camps du nord-est syrien sous le contrôle des Kurdes, et on a aussi des djihadistes français probablement disparus, mais qui peuvent réapparaître un jour ou l'autre. Alors Vincent Nouzy, expliquons bien les points de vue. Comment comprendre ces nuances? On va entendre dans quelques instants le témoignage poignant de Didier François. Il est notre collègue, il est souvent sur ces plateaux. Il a été torturé par des djihadistes français. Il y a cette vision-là qui dit... Comme vous le disiez vous, ce sont des traîtres, ce sont des gens à éliminer, c'est le mot que vous avez utilisé. Et il y a l'autre façon de voir, celle qu'on vient d'entendre, qui dit, en réalité, ce ne sont pas les mêmes, ils ont un peu changé, il faut admettre qu'ils essayent en tout cas, disons, certains d'entre eux, d'avoir une pratique un peu plus pragmatique, etc. Comment entrer dans ces nuances ? En tout cas, ce que je voudrais dire déjà, un point, parce que ça m'a un peu choqué ce que vous avez dit tout à l'heure, dans une démocratie, on n'élimine pas, on ne tue pas, on juge. Et justement, Vincent Nouzy l'a très bien dit. Les combattants, on les tue à la guerre, je suis désolé, madame. La France aurait dû... Ils sont engagés dans une bataille, ce ne sont pas des... Mais je suis désolé. Dans une bataille, quand on est un combattant, eh bien, on meurt au combat, ils ont choisi leur combat, ils meurent au combat. Voilà. On a des... dans une bataille, là... En plus, ils vont directement au paradis, donc c'est paradis, ils auront 72 vierges, tout va bien. Voilà. Il y a un moment, historique assez étonnant, il est assez méconnu, c'est Leclerc. Leclerc lui-même qui trouve des collaborateurs de la Waffen-SS. Et il a ce mot, il dit « emmenez-moi ces gars-là ». Et ils sont passés par les armes dans une clairière juste à côté. Absolument. On n'a jamais su très bien si Leclerc avait dit « il faut les exécuter » ou s'il avait dit simplement « emmenez-les ». Mais il y a des Français, par exemple, qui ont trahi la France pour aller combattre avec les Waffen-SS. Typiquement, ceux qui sont emprisonnés actuellement en Syrie, en territoire kurde, si la France les avait récupérés pour les juger, les avait rapatriés pour les juger, on ne se retrouverait pas aujourd'hui dans ce cas de figure où on n'a qu'une peur, c'est qu'ils soient libérés et qu'ils se retrouvent dans la nature et qu'on ne sache pas du tout ce qu'ils deviennent et s'ils ne vont pas essayer de venir en France pour se venger et pour terminer ce qu'ils voulaient faire. Alors, de qui parle-t-on, pour être très précis, si on regarde, si on fait un tableau de ceux qui sont présumés morts, présents dans la poche d'Idlib, portés disparus. On parle de combien de personnes? Peut-être qu'on peut se faire la petite liste. Alors, ce que l'on sait, c'est que depuis 2012, 1500 auraient, on prend des pincettes, c'est compliqué de tous les compter, mais auraient rejoint le mouvement djihadiste. Parmi eux, on n'a pas non plus les chiffres tout à fait exacts, mais 500 seraient présumés morts, 116 présents dans la poche d'Idlib, dont on a beaucoup parlé, au nord de la Syrie, 300 portés disparus et 392 seraient rentrés en France. On sait aussi qu'il y aurait encore 150 détenus, donc ça c'est depuis 2012. Et donc, on sait aussi que beaucoup étaient emprisonnés de façon aléatoire. Oui, et on en a même retrouvé dans les prisons de Bachar, je crois qu'à Sednaya, il y avait en effet aussi un djihadiste qui maintenant est donc dans la nature. Mais autrement, il y en a aussi beaucoup qui sont détenus par les Kurdes. Et donc, en fait, leur avenir va dépendre évidemment des accords que Giuliani va pouvoir passer avec les Turcs sur la question kurde. Et pour l'instant, ils sont donc en sécurité, en tout cas, en prison. Et ils sont libérés. Et je pense que ça sera aussi un enjeu entre Giuliani et la communauté internationale de traiter le cas de ces gens-là. Quel est le danger que représentent ces gens? Il faut bien, comme vous le disiez Alexandra, séparer ce qui sont les prisonniers qui risquent de retourner à la nature et les combattants qui ont encore des armes en ce moment. Écoutez le chef du parquet antiterroriste qui parle des 100 Français djihadistes combattants. Donc on parle de gens qui ont des armes à la main. Ils ne sont pas dans une prison, ils ont des armes à la main avec une armée étrangère traître à la France. Écoutez. Il y a à peu près une grosse centaine de Français qui étaient dans la poche d'Idlib. Qui Donc sont des combattants, là, pour le coup. Des djihadistes qui combattaient ou des prisonniers? Non, là, je parle plutôt des djihadistes combattants qui étaient dans la poche d'Idlib. C'est ceux sur lesquels il y a la principale préoccupation aujourd'hui. C'est-à-dire ceux que vous avez peur de voir revenir en France? Ceux sur lesquels nous sommes attentifs sur ce qu'ils vont faire. Nous sommes vigilants parce que dès lors qu'il y a une situation géopolitique qui est mouvante, ces tensions peuvent avoir des répercussions sur ce qu'on est appelé la djihadosphère et sur la part de djihadosphère qui est en France. Vincent Nouzy, est-ce que finalement ce changement de régime peut être de nature à nous inquiéter? Est-ce que pour vous, ça peut avoir une conséquence immédiate sur la menace terroriste en France? Moi, je ne pense pas que ça a de conséquences immédiates, parce que les priorités du groupe HTS sont plutôt la consolidation de son pouvoir, le fait de passer des coalitions avec les différentes factions de la mosaïque syrienne, notamment avec les Kurdes, très important, pour savoir notamment qui va contrôler ces camps et surtout ces
ces prisonniers, qui sont encore ces familles, ces Françaises, ces enfants, qui sont encore dans les camps là-bas. Et puis, il faut bien distinguer que lorsqu'il y a une terre de combat, c'était le cas de l'Algérie, c'était le cas de l'Afghanistan, c'était le cas de la Syrie et de l'Irak, oui, il y a une force d'attraction de ces terrains pour un certain nombre de gens qui veulent partir de France pour aller les rejoindre. Là, on est dans une situation qui n'a plus rien à voir. On est dans une situation où on va peut-être avoir une fin de la guerre, donc la fin d'un djihad contre le régime qui était au Nice, celui d'Assad. Donc le contexte est très différent pour le moment, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un petit appel d'air pour un certain nombre de gens qui seront attirés pour rejoindre cette Syrie, mais j'ai quand même grand doute. Et concernant les 100, 120 combattants, il faut savoir que la plupart d'entre eux sont suivis par la DGSE, par la DGSI, de manière extrêmement précise depuis des années. Donc, mais hélas, on se rappelle que ça ne suffit pas toujours, puisque c'était le cas de l'assassin de Samuel Paty. Oui. Et évidemment, ça a fini par l'égorgement de Samuel Paty. Et on verra dans un instant cette chose terrible que l'assassin de Samuel Paty était un sectateur de ces gens qui ont pris une partie de ces gens qui ont pris le pouvoir à Damas. Diversité des points de vue, vous avez donné le vôtre, Monsieur Nouzy. Point de vue adverse, c'est Christophe Ayad, grand reporter au Monde, qui disait tout à l'heure, parmi toute la galaxie des détraqués, il y a beaucoup de détraqués parmi eux qui sont des djihadistes français, il peut y avoir une forme d'excitation et d'attraction de voir les leurs prendre le pouvoir dans ces circonstances-là à Damas. Écoutez-le. Le fait que des djihadistes arrivent à renverser Bachar el-Assad peut galvaniser une partie de djihadistes français, notamment la frange la plus jeune, celle qui a l'impression d'avoir raté quelque chose, de ne pas avoir pu faire ses preuves sur le terrain, d'être arrivé après Daesh, de n'avoir rien vu, quoi. C'est-à-dire d'avoir raté le train. Et donc, de se dire, on va passer à l'action maintenant. Ah, c'est terrible ce qu'il dit là, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes djihadistes français qui risquent de dire « Ah, mais là, ce qui se passe, c'est quand même très excitant, ce qui se passe à Damas ». Mais il y a une certaine logique là-dedans, parce que vous avez un dictateur sanguinaire qui est renversé, et donc du coup ils disent nous avons un rôle positif. Regardez, nous on a fait partir Bachar el-Assad. Et donc bien évidemment ça peut créer une certaine excitation. Oui, je suis d'accord, je suis absolument d'accord avec ça. Ce que disait Vincent Nouville n'est pas tout à fait exact. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la guerre qui attire les djihadistes, il y a aussi le fait que ça soit un havre. On l'a vu en Afghanistan, là il y a énormément de gens Daesh al-Khorasan. C'est en train de se reconstituer de manière importante. Et là, ça peut tout à fait faire le même... Ça sera forcément un gouvernement au minima Daesh-friendly. Enfin, pas Daesh-friendly, mais djihadiste-friendly. Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'on comprend que vous disiez éliminer, vous avez des réserves sur le terme. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'a vraiment d'école très concret pour des djihadistes qui reviendraient en France? Parce qu'ils vont et ils reviennent. C'est ça le problème. De djihadistes français, islamistes, violents, qui reviendraient en France. Arrêter et juger. S'ils arrivent en France, là, effectivement, il n'y a rien d'autre à faire. Sans froid. Moi, je parle des combattants, mais s'ils arrivent en France, ils doivent être arrêtés et jugés. Le vrai problème, c'est qu'ils sont jugés, ils font leur peine et puis ils ressortent dans la rue. C'est ça le vrai problème. Quand vous avez des prisonniers de guerre, les prisonniers de guerre ne ressortent de camps de prisonniers qu'à la fin de la guerre. C'est totalement différent. Donc, mais comme ils ne sont pas considérés véritablement comme des prisonniers de guerre, ils ont un statut de terroristes très particulier, ils feront 10, 15 ans, ils auront des remises de peine et puis un jour ils ressortiront. Pire que ça. Dans la prison, ils font du prosélytisme. Ou du prosélytisme. Donc il y a un véritable danger quand même, il faut en quand même le dire. En même temps, j'ai l'impression que ceux qui viennent de rejoindre Tahrir al-Shams, qui l'avaient rejoint, ils sont pas forcément tentés pour rejoindre tout de suite la France, parce que c'est en Syrie que ça se passe, quoi. C'est là que c'est excitant. Non, mais bien sûr, et puis c'est alors, quand on dit 27 ou bien 100, c'est une compagnie, quoi. C'est rien sur le plan quantitatif. C'est beaucoup sur le plan symbolique lorsqu'on entend des djihadistes parler français. C'est ça qui est très choquant. Sur le plan quantitatif, c'est absolument négligeable. Oui, il suffit d'un pour faire un attentat terroriste. Voilà. On va regarder ce qu'avait déclaré Emmanuel Macron la semaine dernière lorsqu'il était en déplacement à Riyad en Arabie Saoudite. Voici ce qu'il aurait lancé à des journalistes le 3 décembre. Nous avons des intérêts sécuritaires dans la région, des personnes qui ne sont pas sans représenter un certain danger. Et puis il avait poursuivi en disant il faut éviter la résurgence de mouvements terroristes qui puissent avoir des capacités de déstabilisation régionale et de préparer des attentats projetés. Ça, c'était une inquiétude formulée par Emmanuel Macron lui-même il y a déjà une semaine, donc avant la chute de Bachar el-Assad.
Oui, moi il me semble que la meilleure façon d'éviter les attentats projetés, j'imagine que ça veut dire, c'est le sabir présidentiel, donc il faut essayer de traduire ça en français, mais j'imagine que les attentats projetés, ça veut dire projetés en France. Donc sans doute que la meilleure façon, c'est d'essayer d'empêcher ces gens de revenir en France, et quand ils y arrivent, moi je pense qu'il faut une justice d'exception pour eux. C'est-à-dire que, effectivement, comme ces gens sont nos ennemis, il faut des tribunaux militaires, il faut de l'isolement. Je ne sais pas si vous vous souvenez que quand il était arrivé au pouvoir, Barack Obama avait dit « Je vais fermer Guantanamo », qui était ce camp où il y avait des ennemis des États-Unis qui étaient retenus dans des conditions qui n'étaient pas les conditions normales de détention, en violation des règles de droit classiques. Et finalement, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait, non pas qu'il soit devenu d'un seul coup méchant ou zélateur de la justice d'exception, simplement parce qu'il a considéré qu'il ne pouvait pas faire autrement. Je pense qu'il faut, si ce danger se concrétise, réfléchir à la mise en place d'établissements qui soient des établissements d'exception, parce que nous avons affaire à des gens qui ne sont pas des individus délinquants, mais qui sont nos ennemis. Et donc, contre des ennemis, on fait la guerre. Est-ce qu'il faut en arriver là? Je rappelle que Churchill, pendant la guerre, avait créé l'internement administratif, c'est-à-dire les nazis, les militants nazis anglais étaient internés de force sans jugement. Oui, absolument. Et souvenons-nous que Roosevelt a interné également les Japonais qui étaient américains, qui avaient la nationalité américaine. Les Japonais qui étaient installés aux États-Unis ont été dans des camps d'internement pendant 4 ans. Tous les pays en guerre. Mais souvenez-vous quand même que Guantanamo, ça a été une usine à gaz pas possible, qu'on a mis des années à faire sortir les prisonniers de là. Vincent Nouzy, écoutez Vincent Nouzy qui n'est pas d'accord avec vous, parce qu'il faut le dire, les politiques notamment, quand on leur dit ça, ils disent « oulala, c'est très compliqué, c'est pas légal, ça se fait pas, c'est pas le droit, etc. » Vincent Nouzy. Non, mais je vais réconcilier tout le monde. Il faut savoir que François Hollande et Emmanuel Macron ont été de ceux qui ont ordonné un certain nombre de frappes ciblées sur un certain nombre de dirigeants de l'État islamique, notamment qui avaient commandité les attentats du 13 novembre 2015 et bien d'autres. Donc on n'a pas la main molle, si je peux dire, quand il s'agit de frapper et d'éliminer un certain nombre de personnes. Maintenant, quand ils reviennent en France, ils sont judiciarisés. Et la justice française, au plan de l'antiterrorisme, est extrêmement ferme. Ils vont en prison, ils passent devant des tribunaux. Le fait d'avoir été combattant dans les organisations terroristes au Levant peut provoquer des peines qui vont de 20 ans à 30 ans de prison. Donc c'est énorme. Mais Vincent Nouzy, vous savez comme moi, Didier François, qui est sur nos plateaux, qui n'est pas suspect d'être partisan, dit toujours, beaucoup d'entre eux disent « j'étais cuisinier ». J'étais cuisinier pour le groupe État islamique. Alors, il y a beaucoup de cuisiniers, tout à coup. Ils faisaient beaucoup de cuisine. Voilà. Et on sait très bien que beaucoup essayent évidemment de contourner. Non, mais demandez à Olivier Christen, le procureur national antiterroriste, il vous donnera un bilan précis des peines qui ont été prononcées contre des gens qui sont revenus du Levant. Elles sont extrêmement fermes. Aucun djihadiste qui est rentré en France n'a échappé à la justice. Donc, on ne peut pas dire n'importe quoi. Non, alors, écoutez Didier François, lui ne dit pas n'importe quoi, il a été lui-même torturé. Et je pense que personne ne peut contester la valeur de la parole de Didier François qui dit oui, il y a un problème majeur. Il y a un problème majeur. Écoutez bien ses propos. C'était sur notre antenne quand il dit il a été torturé par les djihadistes français. Par des djihadistes français. On égorgeait des gens à ses côtés pendant les interrogatoires. Et il dit il y a beaucoup de gens qui vont rentrer. On n'a pas les moyens, contrairement à ce que vous dites, il n'y a pas les moyens actuellement de réellement les repérer, les juger et les empêcher d'agir de manière réelle. Écoutez-le. Donc la question, mais c'est si on les ramène, est-ce qu'on est capable de les traiter? Voir le traumatisme qu'ils ont eu. Moi, pendant les séances de torture que j'ai subies là-bas, voilà, il y avait il s'appelait Abou Mohamed, c'était un Français qui nous torturait. Il amenait son fils de 5 ans dans les séances de torture, qui était déguisé en petit djihadiste, d'accord, et qui riait, s'amusait, donnait des coups de pied, marchait dans le sang des prisonniers égorgés à côté. Il va rentrer, d'accord, le gamin. Vous imaginez la difficulté qu'il va y avoir à le suivre sur 15 ans. L'aide sociale à l'enfance, qui fait un boulot formidable, est déjà dépassée et a du mal à traiter les problèmes de couples séparés en France ou qui vivent dans des milieux difficiles. Vous imaginez comment est-ce qu'ils vont traiter disons qu'on ramène 500 gamins. Quand bien même il n'y en aura que 10% qui rebasculeraient, ça vous en fait 50. Comment on traite ça ? Donc moi, encore une fois, soyons humains, faisons les choses telles qu'on les... Mais ne nous cachons pas la vérité. On n'est pas aujourd'hui équipés et outillés pour le faire.
Donc soit on met des moyens considérables, soit il faut trouver d'autres solutions. Mais on a ce problème-là, et or on ne pose jamais la question. Moi, on m'interroge régulièrement, les directeurs de cabinet, etc., plein de trucs à chaque fois qu'il y a ce genre de choses. Mais il y a des approches parfois très idéologiques où on dit on va le faire, mais en fait on n'a pas les moyens de le faire. C'est terrifiant d'entendre ça. C'est quelqu'un qui a payé sur ça, sur lui-même. Oui, mais moi je suis absolument d'accord avec ce qu'il dit, véritablement. Le vrai problème, je comprends qu'il y ait des peines très fermes, mais après on ressort. Et si on n'est pas déradicalisé, on recommence. Mais il faut quand même... C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de payer sa dette à la société et après de reprendre une vie normale. C'est des gens qui sont programmés dans leur tête depuis le plus jeune âge. Le logiciel est absolument... Il ne peut pas être inversé. Donc c'est des gens qui sont extrémistes, le resteront jusqu'à la fin de leur jour et qui, quand ils sortiront, n'auront pas changé d'idée. Il faut quand même préciser. On a un véritable problème sur le long terme. Il faut quand même préciser, parce que là on est en train de faire peur à tout le monde, et il faut quand même préciser, le rappeler, et je crois que Vincent nous y l'évoquait, que la DGSE, la DGSI font quand même un travail énorme et qu'il y a des tas d'attentats qui ont été déjoués et qui ont été désamorcés et que voilà, c'est pas une pétaudière. Alors certes, bien sûr, moi je comprends votre inquiétude. Il faut faire attention. On est tous inquiets. Bien sûr, on est inquiets. Mais je pense que là, en ce moment, il y a une vigilance maximale des services de sécurité, des services de renseignement, et que ces gens-là font leur boulot. Certes, il y a des types qui passent à travers les mailles. Il n'y avait pas lieu de s'inquiéter plus sur cette menace terroriste en France. Pourtant, ça fait 1 heure qu'on en parle de cette menace terroriste en France. Mais on lui pose des questions. Il y a quand même, nous a bien dit qu'il y avait pas... Samuel Paty a été égorgé. Attendez, on ne peut pas dire, on est rassuré. Il y a quand même, il y a eu Samuel Paty. Non, mais bien sûr. Mais ça mérite qu'on s'en inquiète. On n'a dit plus jamais. Il y a eu encore ensuite la suite. Oui. On va voir parce qu'il en est, parce que le propre assassin de Samuel Paty était un sectateur des djihadistes syriens. On va y venir, mais vous allez nous rejoindre sur ce plateau, s'il vous plaît. Omar Youssef Souleyman, vous êtes écrivain franco-syrien et votre voix compte beaucoup. Merci beaucoup de nous rejoindre sur ce plateau et bonsoir à vous. Merci. Prenez place. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et pour éclairer effectivement la discussion et la suite de la discussion que nous avons, Émilie, racontons ce qu'il en est effectivement de Anzorov, qui était l'assassin de Samuel Paty. Alors, on sait qu'il était en contact avec le groupe islamiste HTS qui a renversé Bachar al-Assad et dont on parle déjà depuis 3 jours. On a remis la main sur un procès verbal de la sous-direction antiterroriste qui faisait état de ses contacts en 2020. Regardez ce que disait l'assassin de Samuel Paty le 4 octobre 2020. Il n'y a pas de doute que ce qui se passe à Idlib, donc au nord de la Syrie, est le vrai djihad. Et le meilleur groupe actuel à rejoindre, c'est Hayat Tahrir al-Sham. C'est ce qu'il disait à ce moment-là. Et il expliquait aussi qu'il était en lien via les réseaux sociaux et les messageries cryptées avec des membres présumés de HTS à Idlib et qu'il aurait envoyé un message à l'un d'entre eux juste après l'assassinat du professeur en lui disant « Ça y est, j'ai décapité le prof, là je vais faire le djihad en France ». Voilà, c'est ce qui est ressorti de tout ça. Donc il y a réellement des liens, en tout cas, entre ce qui peut se passer en France et ce groupe. L'importance du djihad syrien, n'est-ce pas, pour vous nous avez rejoint, donc Omar Youssef Souleyman, vous êtes écrivain franco-syrien. Quand on voit ce qu'est Joulani, quand on comprend, comme bien expliqué Émilie, à quel point c'est un objet de fascination pour les djihadistes, y compris français, le djihad en Syrie. Tout à fait. Et je pense qu'il n'y a pas de djihad local. Le djihad était fait pour qu'il soit international. Revenons au texte coranique, revenons au sens de l'islam. Je pense qu'il faut toujours revenir aux sources pour mieux comprendre l'idéologie de ces gens, leur manière de penser. Revenons à l'idéologie des frères musulmans qui a inspiré tous ces groupes djihadistes, en Irak, en Syrie, en Afghanistan, etc. Y compris Al-Qaïda, par exemple, ou Daesh plus tard. Il n'y a pas de limite à l'État islamique, il n'y a pas de djihad contre ou pour ou contre des Occidentaux ou contre des Orientaux, etc. Même il y avait une vidéo, la dernière vidéo de Baghdadi, avant son élimination, l'ancien chef de Daesh. Il était dans une pièce où ses camarades autour de lui, les autres djihadistes, ils lui distribuaient des cahiers où il y avait les États de l'État islamique. C'était ridicule, hein, mais ça reflète, ça explique quelque chose, comme quoi qu'il a l'État de Caucase, l'État de la France, l'État. Pour lui, il y avait comme les États-Unis. Expliquez-nous bien, Omar Youssef Souleyman, cet homme-là qu'on voit à l'image, puisqu'il est maintenant le point de référence, Joulani, qui a appartenu au groupe État islamique, qui a appartenu à Al-Qaïda,
qui s'est fâché avec eux, qui a trahi, etc. Enfin, il reste, selon vous, un islamiste intégral. C'est une faute, d'après vous, de considérer qu'il s'est modéré. Oui. Moi, je pense un islamiste comme lui. D'ailleurs, il a parlé ces derniers jours de la nécessité, de la diversité d'un nouvel État syrien. Moi, je pense qu'un islamiste parle de la diversité. C'est comme un imam dit athée, quoi. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'imam athée. Un imam athée, donc c'est ridicule. On va jamais penser, on fait jamais confiance à un islamiste. Pire, à Joulani. Donc il faut encore une fois revenir un peu à l'histoire de Joulani, quand il a fait le djihad en Irak, quand il a rejoint Al-Qaïda. Encore une fois, c'est le djihad international. Qu'est-ce qu'il a fait Joulani il y a 2 semaines? Enfin, là, il tourne la veste, il revient vers son vrai nom et prénom Ahmad al-Shara. Il dit que je suis pour un État, mais pas. Donc il manipule, il est extrêmement pragmatique et intelligent là. Mais il y a 2 semaines, tous les amis que j'ai contactés dans le nord de la Syrie, ils ont manifesté, là, depuis la libération. D'ailleurs, ça n'empêche pas tout ce qui se passe actuellement de manifester notre immense joie, notre soulagement de se débarrasser de grands cauchemars qui s'appellent Bachar al-Assad ou le régime syrien, duquel on a souffert pendant plus que 54 ans, qui nous a torturés, qui nous a empêchés de contacter nos familles, nos amis, nos mères en Syrie. Évidemment, on est extrêmement heureux qu'il soit parti. Alors maintenant, par rapport à Joulani, il y a 2 semaines... Vous n'êtes pas pour autant rassuré par ce nouveau personnage? Pas du tout. On n'est jamais rassuré par ces gens. C'est ça, en fait, les émotions qu'on vit depuis des jours sont complètement contradictoires. C'est-à-dire, d'un côté, on est fou de joie que Bachar al-Assad n'existe plus en Syrie, et d'un autre côté, il y a un type comme Joulani qu'on craint qui va prendre le pouvoir.